Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la crise de la monarchie espagnole en 1808. Durant les disputes entre père et fils pour la couronne d'Espagne, Napoléon se positionne comme arbitre, envisageant de placer son propre frère Joseph Bonaparte sur le trône d'Espagne, se débarrassant par la même occasion des Bourbons. Vous voulez en savoir plus sur la crise espagnole? Venez avec moi. Le traité de Fontainebleau, signé en 1807 par l'empereur des Français Napoléon Ier et Manuel Godoy, chancelier du roi d'Espagne Carlos IV et amant de la reine Marie-Louise de Bourbon, dont la finalité est l'invasion et le démembrement du royaume de Portugal, permet aux troupes françaises de pénétrer en Espagne. Celles-ci, outrepassant leurs droits, en viennent à investir un grand nombre de villes et de contrôler les routes et chemins espagnols. Craignant le mécontentement général, soumis à l'amant de sa femme, le roi, suivi de sa cour, se réfugie à Aranjuez, tout en songeant, à l'instar de sa fille et de son gendre, le roi et la reine de Portugal, à s'exiler dans les colonies d'Amérique du Sud. Si l'on accepte les 2 années 1793-1795, qui correspondent à la participation de l'Espagne à la première coalition formée contre la toute jeune République française, les deux pays sont des alliés très proches, au moins depuis 1761, date à laquelle le roi Carlos III a conclu avec Louis XV le pacte de famille, unissant les deux monarchies bourboniennes. Carlos IV, fils de Carlos III d'Espagne, succède au trône à la mort de son père en 1788, accédant au trône avec une large expérience des affaires de l'État. Il fut toutefois dépassé par les répercussions des événements survenus en France en 1789 et par son manque de volonté personnelle qui met le gouvernement dans les mains de son épouse Marie-Louise de Bourbon et de son favori et amant Manuel Godoy. À la mort de Carlos III, le déclin économique et le dysfonctionnement de l'administration mirent au jour les limites du réformisme au moment même où la Révolution française mettait sur la table une alternative à l'ancien régime. Les premières décisions de Carlos IV démontrèrent une volonté réformiste. Il nomma le comte de Florinda Blanca Premier ministre. Ce dernier prit des mesures contre l'annulation des retards des contributions, la limitation du prix du pain, la restriction de l'accumulation des biens des mains mortes, la suppression des majorats et donna une impulsion au développement économique. Le roi prend l'initiative d'abroger la loi salique imposée par son prédécesseur Philippe V. La mesure fut ratifiée par les Cortes de 1789, mais ne fut pas promulguée. La Révolution française de 1789 change radicalement la politique espagnole. Lorsque les nouvelles de France parvinrent en Espagne, la nervosité de la couronne s'accrut et le roi renvoya les Cortes, qui, contrôlés par le comte de Florida Blanca, s'étaient réunis pour reconnaître le prince des Asturies, le futur Fernando VII. La situation de la famille royale n'est guère propice à la régénération nécessaire. Bien trop faible, Carlos IV doit s'accommoder de la toute-puissance de son ministre Manuel Godoy, un ancien garde du corps que les faveurs de la reine Marie-Louise de Bourbon ont promis au rang de duc d'Alcuindia, de Grande Espagne et de prince de la paix, à l'issue de la guerre perdue en 1795 contre la France. Très impopulaire, ce personnage use et abuse de son pouvoir. Il est détesté par Fernando, prince des Asturies et héritier du trône d'Espagne. Les difficultés de la dynastie conduisent Napoléon à imaginer son remplacement par une lignée issue de sa propre famille. Le mariage de Lucien Bonaparte ne lui laisse aucune chance, et plutôt qu'à son beau-frère Murat, qui commande les troupes déployées en Espagne pour soutenir et appuyer les forces engagées au Portugal, l'empereur préfère recourir à son frère aîné Joseph, qui ne demandait pourtant qu'à demeurer sur le trône de Naples. Encore faut-il se débarrasser des Bourbons de Madrid. Ce sera chose faite au printemps de 1808. 80 000 hommes sont alors déployés en Espagne sous les ordres du grand-duc de Bergue, dont les quartiers général est initialement installé à Burgos. Tout va se jouer à Aranjuez où séjournent Carlos IV et sa famille. Alors que se répand la rumeur selon laquelle les souverains ont l'intention, comme l'a fait la famille royale portugaise, de quitter le pays pour gagner l'Amérique et échapper ainsi à des Français dont l'alliance devient de plus en plus pesante, une émeute éclate, sans doute fomentée par des partisans de Fernando. Une foule de mécontents s'en prend le 18 mars à la résidence de Manuel Godoy, contraint de se cacher et qui découvert ne doit qu'à l'intervention de Fernando de Bourbon d'échapper à la mort.
Conspué et menacé par les émeutiers, le roi Carlos IV abdique le 19 mars en faveur de son fils, immédiatement proclamé roi sous le nom de Fernando VII. Napoléon n'avait guère d'estime pour Manuel Godoy qui, à l'automne de 1806, était prêt à marcher avec le tsar Alexandre Ier contre l'ennemi de tous, mais qui, une fois acquise la victoire française d'Iéna, s'était métamorphosé en allié zélé de l'empereur et avait même envoyé des troupes au Danemark pour les placer sous les ordres de Bernadotte, au moment où les Français étaient engagés dans la campagne de Pologne contre la Russie. Il détestait par ailleurs le duc des Asturies, dont il savait qu'il était l'espoir de tout ce que l'Espagne comptait d'adversaires de la France. Mais malheureusement pour lui, c'était ce prince, alors âgé de 23 ans, qui incarnait aux yeux des Espagnols la volonté d'indépendance du pays. Ce que ne comprit pas l'empereur quand il voulut exploiter la révolution d'Aranjuez pour se débarrasser du père et du fils. Murat refuse d'emblée de reconnaître Fernando VII comme le nouveau roi et sut convaincre Carlos IV qu'il l'avait sauvé de l'émeute et qu'il devait revenir sur son abdication, envenimant ainsi la querelle entre le père et le fils. Il leur conseilla de solliciter l'arbitrage de Napoléon, avec qui il fut alors préparé l'entrevue de Bayonne. Napoléon arrive sur les bords de l'Adour le 16 avril, s'installe au château de Marac où il accueille Fernando de Bourbon. Le 20 puis le 21, son conseiller le chanoine Escosquiza, à qui l'empereur expose clairement ses intentions. L'abdication d'Aranjuez n'a selon lui aucune valeur, mais il entend en finir avec les Bourbons d'Espagne et placer sur le trône de Madrid un membre de sa famille. À titre de compensation, Fernando VII obtiendra Florence et le royaume des Étruries. Escocquis fait valoir que les Bourbons d'Espagne sont montrés favorables à la France depuis la paix conclue à Bâle en 1795. Il signale qu'une telle décision ne peut que fournir un nouveau front à l'Angleterre et que la haine des Espagnols risque de peser lourd. Napoléon balaye ses arguments. Les pays où il y a beaucoup de moines sont faciles à soumettre, répond-il en confondant sans doute le royaume de Naples et celui d'Espagne. Il menace par ailleurs de s'entendre directement avec Carlos IV, qui est lui-même en chemin pour rejoindre Bayonne. Fernando VII et ses proches ne sont pas disposés à accepter l'ultimatum impérial, ce qui conduit Napoléon à abandonner la négociation avec un prince pour lequel il éprouve une forte antipathie. Le prince des Asturies est un homme qui inspire peu d'intérêt. Il est bête, écrit-il à Talleyrand, au point que je n'ai pas pu en tirer un mot. Pour qui le voit, son caractère se dépeint par son seul mot, sournois. Manuel Godoy arrive le 25 avril, mais le prince de la paix a perdu de sa superbe et Napoléon note qu'il fait pitié. Carlos IV reçoit ensuite le 30 un accueil royal et rencontre le soir même son fils pour exiger qu'il lui restitue la couronne d'Espagne. Faute de quoi, sa rébellion justifierait une condamnation à mort. L'entrevue dégénère en une violente dispute au cours de laquelle la reine Marie-Louise de Bourbon injurie violemment son fils. Napoléon, qui assiste à la scène, prend le parti du vieux roi Carlos IV, qu'il juge est un homme brave, franc et bon, alors que Fernando VII est très bête, très méchant et très ennemi de la France. Quant à la reine, il écrit à Talleyrand qu'elle a son cœur et son histoire sur sa physionomie. C'est vous en dire assez, cela passe tout ce qu'il est permis d'imaginer. S'appuyant sur Manuel Godoy, l'empereur réussit à convaincre Carlos IV, encouragé par sa femme, à renoncer à son royaume et à lui transmettre ses droits sur l'Espagne. Il assure ainsi la tranquillité de ses vieux jours en abandonnant un trône dont ses sujets l'ont chassé et en punissant son fils indigne d'avoir voulu usurper son pouvoir. Impuissant, Fernando VII est obligé d'accepter les conditions imposées par l'empereur, qui obtient ainsi en l'espace de quelques heures une double abdication à son profit. On prévoit d'installer le roi, la reine et Manuel Godoy à Fontainebleau ou à Compiègne, tandis que Fernando VII et les autres enfants seront accueillis à Valence, dans le château dont le propriétaire Talleyrand aura mission de les héberger et de les amuser. Le rapt de l'Espagne indigne les cours européennes, dont certaines craignent de subir un jour des avaries analogues. Mais Napoléon confiera l'année suivante à Caulaincourt au fond de quoi se choque l'Europe. En 1698, les puissances n'avaient-elles pas partagé l'Empire espagnol du vivant même de Carlos II? En politique, tout se fonde sur l'intérêt. Il n'y a que les sots qui manquent de bonnes raisons. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 21 janvier 1808, le roi Juan VI arrive au Brésil avec une armada de 20 navires.
Son arrivée déchaîne l'enthousiasme, le roi abolit le régime du monopole et proclame la liberté industrielle. Il dote Rio de Janeiro d'institutions scientifiques et artistiques. École de médecine et de chirurgie, lycée des arts, bibliothèque royale en 1810, imprimerie royale, observatoire astronomique, académie militaire 1810, archives militaires avec une cartothèque. Le 21 février, on voit le début de la guerre russo-suédoise. Le tsar envahit la Finlande, Barclay de Tolly est le général en chef de l'armée russe en Finlande. Le 13 mars 1808, c'est le début du règne de Frédéric VI de Danemark 1808-1839, roi de Danemark et de Norvège fin en 1814. La veille de son avènement, le Danemark déclare la guerre à la Suède. En mars, la Suède est menacée par les troupes françaises de Bernadotte et une offensive danoise venue de Norvège. Le 28 juillet 1808, le pacha Mustapha Beriktar, qui assiège le palais de Topkapi, exigeant du sultan ottoman Mustapha IV qu'il délivre son cousin Selim III pour le rétablir sur le trône. Mais Mustapha IV fait mettre à mort son prisonnier. Il est déposé et le grand vizir place sur le trône son frère Mahmoud II. Comme on l'a vu, l'abdication de Bayonne a eu lieu le 30 avril 1808 entre Napoléon Ier, Carlos IV, Fernando VII et Emmanuel Godoy. L'empereur des Français a été sollicité par les deux prétendants légitimes au trône d'Espagne pour trouver une issue profitable concernant la querelle des deux souverains menaçant de tourner à la guerre civile. Napoléon décide de priver les deux Espagnols de leurs espérances en choisissant son propre candidat, Joseph Bonaparte, son frère aîné, pour le trône d'Espagne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.